En tout cas pour vous, en termes santé, puisque vous êtes parti de Niamey pour Paris, malheureusement sous une évacuation. Comment allez-vous aujourd'hui pour déjà vos partisans et puis les téléspectateurs qui vous connaissent? Je remercie le bon Dieu parce que je me porte très bien. Je sais que certains prétendent que c'est une maladie diplomatique que j'essaie d'entretenir. Vous anticipez mes questions. Bon, mais... Parce que vous êtes en exil, en fait. Je suis en exil parce que les conditions politiques qui ont été spécialement organisées pour mon élimination politique sont toujours en vigueur. Et je rappelle que c'est de la prison que j'ai dû suivre la campagne électorale à laquelle présidentielle à laquelle j'étais candidat. Est-ce que vous êtes un naïf ou alors faut-il s'inquiéter de vos capacités politiques? Parce qu'à chaque fois lors des présidents... Au pouvoir et à l'intérêt qu'ils ont de garder le pouvoir, quels que soient les moyens, il est évident que si je continue à me présenter contre eux, je serai un naïf. Mais que faire autrement? Si je pars du principe, puisqu'ils ne respectent pas les règles des élections démocratiques, je vais me retirer. Mais pensez bien qu'en Afrique, il n'y aurait plus d'opposants. Plus personne ne se présenterait contre qui que ce soit. Oui, mais à force d'être l'opposant professionnel, l'opposant éternel, quelque part, on s'en lasse pas? Non, je pense que si mon adversaire actuel a quand même fait presque une vingtaine d'années d'opposition, je n'ai pas d'animosité particulière ni de rancune particulière contre lui. C'est sa façon de faire de la politique dans laquelle il n'y a ni humanité, ni respect des principes démocratiques. C'est son personnage, je n'y peux rien. Mais en ce qui me concerne, cela ne changera pas mon caractère et cela ne changera pas du tout ma manière d'envisager, de faire de la politique. Alors, je sais que vous n'aimez pas regarder dans le rétroviseur et que vous aimez toujours avoir un regard porté vers l'avant, mais quelque part, il faut retracer un peu le parcours de l'homme. Président du parti Mouvement National pour la Société de Développement, Nassara. Donc, vous êtes arrivé au pouvoir en cohabitation. Est-ce que vous pouvez nous raconter cela? Bon, à l'époque où j'ai été nommé Premier ministre de cohabitation, je n'étais pas le président du parti. Le président du parti, c'était M. Tanja Mamadou, l'ancien président de la République du Niger. Oui, vous l'accompagnerez un peu plus tard en 1999. Voilà. Donc, nous avons eu des élections législatives anticipées, provoquées par le président de la République de l'époque. Et dans le cadre d'une coalition entre le MNSD Nassara et le parti actuel au pouvoir, nous avons remporté la victoire. C'est très important de dire qu'actuellement, le parti que vous combattez aujourd'hui, c'était vos anciens alliés. Absolument. Et nous avons gagné les élections et à l'unanimité des responsables de l'Alliance, ils ont décidé que je serais leur porte-parole dans le cadre du gouvernement qui devait se former. Oui, mais ils n'ont pas choisi comme ça au hasard. Bon, ça se prépare, ça se travaille. C'était leur choix. Et je peux vous assurer qu'ils ne m'avaient pas consulté avant de me proposer. Parce que quand ils l'ont fait, j'ai refusé d'accepter. Tant la situation était mauvaise. Le pays était en lambeaux. Oui, et vous me donnez l'occasion de donner un sobriquet qu'on vous attribue souvent, c'est le pompier de service. En fait, on vous nomme toujours Premier ministre que quand tout va mal, pour assainir. Et une fois que la situation est assainie, permettez-moi cette trivialité, on vous dégage. C'est à peu près cela. Donc en 1995, nous étions parfaitement dans cette logique. La situation n'était pas très bonne. Et je crois qu'ils ont choisi de me proposer de me sacrifier, en quelque sorte. Au début, j'ai refusé, mais à la fin, sous des pressions multiples, j'ai dû céder. Donc, j'ai été nommé Premier ministre de cohabitation. Ça a duré 1 an. Parce que vous vous faites renverser, vous perdez le pouvoir par un coup d'État. Oui, le général Baré, Ibrahim Baré Maïnassara, qui était chef d'état-major général de l'époque. Donc il était avec vous quand même quelque part? Non, c'était mon parti qui l'avait choisi pour qu'on le nomme. Mais il était avec vous? Disons qu'il était... Puisque les militaires, en principe, n'ont pas de parti politique.
ils sont sous une obligation de réserve stricte. Donc, on a préféré le choisir parce qu'on pensait quand même qu'il allait faire preuve de neutralité. Malheureusement, à partir d'un moment, la cohabitation en Afrique n'est pas facile. En raison des difficultés qui avaient d'ailleurs été surmontées, au moment où le coup est intervenu, il a décidé de renverser et de changer les... Et il a fait son coup d'État. Le président de la République de l'époque, le président de l'Assemblée nationale de l'époque, le Premier ministre de l'époque, nous sommes tous retrouvés en prison. Vous le dites avec le sourire. Oui, c'est ça qui est devenu. Qui est assez surprenant. Vous êtes un blasé de la prison. Ben, la prison, malheureusement, en Afrique, quand vous faites de la politique, tôt ou tard, vous serez... C'est le passage obligé. Un hôte de ces lieux, inévitablement. Ben, beaucoup de gens, Dieu merci, n'y vont pas. Mais il y en a des gens qui, à peu près. Oui, parce qu'au sortir de la prison, vous revenez et vous vous retrouvez de nouveau aux commandes. Ça aide quand même à gagner un peu plus d'humilité dans l'exercice du pouvoir. Parce que aujourd'hui, vous êtes sous les feux de la rampe. Demain, vous êtes dans une géole obscure. Et en fonction de ça, si vous avez en tout cas un sens d'analyse pertinent, vous allez comprendre que le pouvoir est éphémère et qu'il faut l'exercer toujours avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'humanisme. En tout cas, à la prison, vous réussissez bien, puisqu'en 99, au sortir, vous retrouvez votre poste de Premier ministre, cette fois avec toujours celui qui était votre leader de l'époque, le président Tandja. Tout à fait, et parce que avec le président Tandja, nous avons fait la politique ensemble pendant près de 20 ans. Et nous étions quasiment inséparables. Oui, mais là, ça se finirait aussi mal. Je crois qu'il vous envoie en prison. Lui bon, aussi. Vous savez, oui, il est vrai que en 2008, cela a été encore mon sort. Mais cela s'inscrivait dans une logique qu'il faut comprendre, c'est-à-dire le président Tandja avait considéré que 2 mandats constitutionnels tels que prévus ne lui suffisaient pas, qu'il lui fallait une prolongation hors constitution. Et il était bien conscient que cette approche, je ne la partagerais pas. Alors la meilleure solution, c'était de m'envoyer en repos. Mais pourquoi vous? Pourquoi spécialement vous? Parce que j'étais le président du parti auquel il appartenait et le candidat potentiel pour les élections de la fin de son mandat. Alors, on va arrêter là avec le passé. C'était quelque part pour montrer un peu votre dimension politique. Vous avez été plusieurs fois au pouvoir et vous avez connu les géoles. Vous venez d'expliquer que c'est pour vous une école de l'humilité. Il y a une question que les téléspectateurs nous ont adressée et qui était extrêmement importante. C'est la question d'Areva. Parce que voilà le Niger qui a des richesses naturelles immenses, denses, qui font vivre l'une des grosses sociétés françaises. Comment ça se fait que le peuple, même le pays, n'en profite pas? Bon, je pense que cela est tout simplement lié à la nature des conventions d'établissement qui existaient entre l'État du Niger et la compagnie Areva. Il faut dire que ce sont des conventions du type léonin. Le plus faible consent de gros privilèges au plus fort et en fin de compte se retrouve bluffé par l'autre. Et ce qui fait qu'en réalité le Niger, en tant que 3e producteur mondial d'uranium, n'a réellement jamais profité de cette manne qui existe dans son sous-sol. Et on ne peut pas dire que les ressources tirées de l'uranium peuvent aider le Niger à assurer son développement, donc avoir une croissance inclusive dont la population peut bénéficier. Et encore moins avoir les moyens d'assurer des investissements dans les secteurs fondamentaux
et dont le Niger a besoin pour construire son économie. Ben, vous comprendrez ma position en insistant sur cette question. Vous avez été aux commandes. Comment ça se fait, puisque vous connaissez le système de l'intérieur, que vous étiez impuissant à modifier cette donne? J'ai tenté de modifier cette donne parce que quand j'ai compris que la convention qui régissait les relations entre Areva et le Niger arrivait à terme, et en 2006, j'ai introduit une loi au niveau de l'Assemblée qui changeait les rapports de force à travers la loi nigérienne afin qu'il y ait un contrat gagnant-gagnant, plus ou moins obligé, qui permettait au Niger de tirer davantage des ressources de l'exploitation de l'uranium sans pénaliser outre mesure le partenaire, qui était Areva ou quel que soit le partenaire, puisque c'était dans un cadre général qui ne visait pas spécifiquement Areva ou les Chinois ou qui que ce soit. Mais c'est un principe. L'État du Niger doit tirer le meilleur profit de l'exploitation de l'uranium ou des produits, des ressources naturelles qui existent dans son sous-sol. C'est un peu à l'image des différents contrats avec les autres pays africains d'ailleurs. Malheureusement, le gouvernement actuel n'a pas pu mettre en œuvre les dispositions de cette loi. C'est ce qui surprend parce qu'on parle souvent de l'impuissance des gouvernements, alors qu'on voit par exemple l'un des pays voisins, le Tchad aujourd'hui, qui a décidé, je sais que c'est peut-être l'ingérence, mais c'est une petite parenthèse, de se séparer des contingents français. Donc ça voudrait dire qu'un chef d'État peut quand même prendre une décision sans peut-être craindre de perdre son poste. Je pense que dans le monde actuel, le principe de la souveraineté des États est plus ou moins reconnu. Et je pense que la France particulièrement reconnaît et met toujours en avant cet argument de la souveraineté des États pour ne plus, comme par le passé, s'immiscer directement dans la gestion politique, économique et sociale des pays. Mais, vous savez, les gens ont l'esprit déjà imprégné du fait qu'ils ne peuvent rien faire qui puisse embarrasser un peu ce partenaire historique. Je crois que c'est une erreur. Aussi bien pour des pays comme les nôtres que pour la France, il est essentiel qu'il y ait de nouveaux types de rapports qui aident à parvenir à une sorte de co-développement dans lequel la France pourrait avoir des partenaires solvables qui permettraient donc à la France d'avoir une balance commerciale beaucoup plus améliorée avec les capacités d'exportation en direction de ces pays qui sont devenus solvables. Aujourd'hui, telle n'est pas la situation. Les pays sont obligés de s'endetter pour faire des commandes. Donc, de plus en plus, leur capacité à recevoir des exportations diminue au fur et à mesure que leurs ressources deviennent insuffisantes. On a souvent l'impression, lorsqu'un homme politique se retrouve à l'opposition, qu'il a une forme de clairvoyance, une clairvoyance qu'il perd une fois dans les commandes, les réalités du pays. Est-ce que c'est une caricature ou c'est ce que vous constatez, vous? Disons que c'est une caricature. Parce que, vous savez, quand on est hors du système, on ignore aussi souvent les contraintes cryptiques qui sont à la base. Mais une fois qu'on rentre à l'intérieur, on découvre qu'au-delà de l'apparent, il y a d'autres réalités qui sont beaucoup plus contraignantes qu'on ne le croit. Mais celui qui est au pouvoir doit pouvoir s'accommoder de ces contraintes et trouver des parades. Chacun, en ce qui le concerne, invente les solutions appropriées à son tempérament ou à sa personnalité. Alors, vous me faites une belle transition. Maintenant que vous êtes un peu en retrait, sans avoir abandonné la vie politique de votre pays, vous avez un regard un peu distant, un regard un peu plus réfléchi. Quelle est votre analyse de la situation, politico-économique de votre pays aujourd'hui? Moi, je pense que ce n'est pas une observation personnelle. Je constate simplement que le pays se porte très mal. Ce ne sont pas les propos de l'opposant. Ce sont les propos du peuple nigérien qui vit des moments très difficiles sur le plan
politique comme sur le plan économique. Sur le plan politique, il y a une régression des valeurs de la démocratie dans notre pays. Une sorte de mise en coupe réglée de toutes les institutions de la République qui sont désormais sous la tutelle directe d'une seule personne. Toutes les institutions sont devenues, en quelque sorte, des excroissances du pouvoir exécutif. Où vous faites ce que l'exécutif veut, où on vous exécute. Que ce soit la justice, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit les autres institutions fondamentales de la République. Ensuite, les libertés individuelles et les libertés publiques sont régulièrement piétinées. La loi ne sert que dans la mesure où elle permet au pouvoir en place de sanctionner, de punir, de se débarrasser de ce qui le gêne. Mais la loi, elle devrait être au service de la vérité dans le pays, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc sur ce plan également, il y a un gros malaise. Sur le plan économique, je suis désolé, la pauvreté s'est aggravée ces dernières années au Niger. Et évidemment, on parle de taux de croissance. Taux de croissance, à un moment, les autorités se tapaient la poitrine pour dire que c'est un taux de croissance à 2 chiffres. Malheureusement, les rapports avec le FMI et la Banque mondiale mettent en évidence d'autres chiffres beaucoup plus réels. Depuis 2012, le Niger est dans une sorte de déclin continu de la croissance réelle. Si bien qu'en 2017, en 2016 par exemple, le taux de croissance réel par habitant n'était que de 0,1%. Le taux de croissance en 2017 se situe autour de 1,2. Ce qui veut dire que les Nigériens vivent aujourd'hui avec un PIB par tête d'habitant de $420 par personne. $420, ça fait à peine $1 pour vivre dans un contexte où la situation est très difficile. Donc le pays s'est appauvri. Les Nigériens se sont très appauvris. Mais vous avez une certaine caste politico-commerciale qui, elle, voit sa richesse s'accroître. Mais vous avez prononcé une phrase tout à l'heure quand vous parliez de malaise. En parlant de malaise, vous-même aussi, aux yeux d'une certaine catégorie de la population, vous pouvez représenter un malaise, notamment avec cette affaire qui vous suit, l'affaire des bébés. Est-ce que vous pouvez nous éclairer en la matière? Bon, cette affaire des bébés est le moyen qui a été trouvé pour essayer de m'éliminer de la scène politique. Normalement, un homme politique de mon envergure. Mais on peut aussi dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Laissez-moi finir. Je vous en prie. Mais c'est que je suis comme certains téléspectateurs avides de connaître. Il vaut mieux être patient pour savoir ce qu'il en est exactement, plutôt que d'aller en avant sur ma pensée. Donc, ce que j'ai dit, c'est le moyen qui a été trouvé pour le pouvoir exécutif de me liquider politiquement. Sinon, comment pouvez-vous comprendre qu'on parle de trafic d'enfants et qu'on n'a jamais présenté le principal trafiquant, c'est-à-dire celui qui est censé vendre les enfants? Comment peut-on condamner quelqu'un dans un tribunal alors que celui qui est censé avoir fait le trafic n'a jamais été cité? Son nom a été cité, mais il n'y a jamais eu de comparution, ni même de coopération avec le pays où l'affaire a censé eu lieu pour avoir les dépositions de cette personne. Il n'y a aucune déposition. Pire, il n'y a aucune preuve qui puisse être exhibée pour dire que ma femme serait allée acheter des enfants. Par contre, désormais, j'ai entre les mains les preuves que tout cela est un montage. Ils ont dit que c'est en coopération avec Interpol Nigeria qu'ils ont fait l'enquête. J'ai une correspondance de Interpol Nigeria qui dit très clairement
qu'ils n'ont jamais participé à une enquête avec le Niger dans laquelle mon nom ou le nom de mon épouse a été évoqué. Donc, ce qui veut dire que c'est faux. Ensuite, ils ont dit que mon nom a été cité dans un rapport présenté par NAPTIP. NAPTIP, c'est l'agence qui s'occupe de la lutte contre le trafic des enfants au Nigeria. J'ai dit que au Nigeria, les gens disent non. La clinique dans laquelle ma femme a accouché a produit son rapport obstétrique pour dire les conditions dans lesquelles ça a eu lieu. Et le médecin qui a examiné ma femme lorsqu'elle avait 6 mois de grossesse au Sénégal, à Dakar, vient de me fournir un certificat et est prêt à témoigner sur n'importe quel livre saint qu'ils veulent, qu'il a examiné, qu'elle était bel et bien en grossesse et en grossesse avancée. Donc comment, dans ces conditions, une femme en grossesse qui a accouché, on va dire que non, c'est des suppositions d'enfants. Quelle est la preuve qui a été apportée pour démontrer qu'il y a eu supposition d'enfants? Aucune preuve, parce qu'on aurait pu au moins faire venir les parents supposés de ces enfants-là pour réclamer les enfants. On n'a jamais présenté de parents. Dans ces conditions, sur la base de quelle preuve? Et l'accusation elle-même, elle reposait sur quoi au départ? Vous voyez bien que c'est un montage grossier. Mais quand vous avez le pouvoir de commander à la justice, de convoquer les juges au palais pour leur imposer votre décision et qu'ils l'appliquent sans état d'âme, il est évident que vous aurez toujours raison dans le pays. Alors, si on part dans votre logique de complot venant du président, on peut le dire, c'est ce que vous laissez apparaître en filigrane. Aujourd'hui, il a été réélu, c'est son 2e et dernier mandat, si on suit la Constitution. Pourquoi alors maintenir toujours les accusations contre vous, puisque vous n'êtes plus un danger par rapport à son mandat? Son objectif, c'est que, avec tout le mal qu'il croit m'avoir fait, il ne veut pas que je sois candidat aux élections prochaines et que éventuellement je puisse lui succéder. Parce que dans sa tête, il est convaincu que lui, à ma place, serait vengé. Donc, il croit que je vais me venger. Mais je ne peux pas stigmatiser un comportement qui manque d'humanisme, qui manque de vérité, et venir me comporter de la même manière. Jamais je ne ferai une chose comme ça. Nous sommes différents, fondamentalement différents. Donc, moi, je ne cherche pas la gouvernance du pays pour régler des comptes personnels. En tout cas, la dernière élection, elle était quand même assez rocambolesque. Nous l'avons suivie et on a été très très étonnés de voir que malgré votre incarcération, il y a eu quand même de nombreuses voix. Vous avez réussi à le mettre en ballottage. Comment cela se fait? Est-ce que il y a eu bourrage des urnes? Est-ce que vous avez acheté depuis la prison des électeurs? Je ne sais pas, je ne fais que répéter ce qu'on entend par-ci, par-là. J'étais en prison, enfermé à double tour. Et d'une certaine manière, interdit d'avoir des contacts avec mes camarades politiques. Mais pour mieux faire, tous les responsables régionaux de mon parti, qui devaient servir de relais et animer la campagne au niveau de leurs régions respectives, ont été, quelques jours avant la campagne électorale, accusés de tentative de coup d'État et jetés massivement en prison. Donc mon parti était décapité à la veille des élections, dans une affaire de faux coup d'État. Et qui va acheter les gens pour nous? Moi, je pense que c'est plutôt une sorte de désaveu de la population, des électeurs vis-à-vis de ce candidat solitaire. De l'actuel président, il est chef d'État. Oui. Disons que pour moi, c'était à l'époque un candidat solitaire. Parce que quand vous refusez que votre adversaire puisse, dans un cadre de combat loyal, sortir et aller faire campagne contre vous,
n'est-ce pas, dans les mêmes conditions et sur le même pied d'égalité, je crois que vous manquez de courage. Je parle peut-être au futur président du Niger, donc j'ai l'impression que vous êtes un peu un Calimero à qui il arrive toujours des choses. Mais je rappelle quand même que vous avez un lourd passif judiciaire et même certains de vos anciens partenaires en 2014. Comme ça, je retrouve mes notes et je serai beaucoup plus précis. Il y a eu l'exclusion de 36 personnes, dont 7 maires. Et l'un d'eux, le maire, excusez pour la prononciation, d'Antiadou. Donc, vous traite d'ingrat, d'égoïste et même de haine contre leur leader, Omar Hamidou Tiana. Qu'est-ce que vous répondez, par exemple, à ça? Mais il faut simplement suivre l'histoire actuelle. Et les propos étaient dictés par mes adversaires. Mais lui-même, aujourd'hui, ce maire, il est où? Et monsieur, son leader dont il parle, est traité de quelle manière aujourd'hui par ceux qu'il a accompagnés? C'est pour dire que la personne que vous citez ne me connaît ni d'Ève ni d'Adam. L'écart entre lui et moi est trop grand. Il ne me connaît pas. Mais vous étiez même parti à l'époque. J'étais leur leader national. Et donc, me traiter d'ingrat, sur quelle base? Donc, ce sont des propos de gens qui ont été payés pour le faire. Mais je dis, cette personne aujourd'hui, pas par mon fait, est où? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Et le leader qu'il évoque lui-même, il vit dans quelles conditions? L'alliance qu'il a avec ses amis. Mais là, vous ne faites qu'une succession de questions, peut-être apporter des réponses. Parce qu'on est suivi aussi bien à Namé que à Kinshasa, Yaoundé, Bamako, ou même Alger. Je préfère laisser les réponses à ceux qui sont en train de le faire. Moi, je constate seulement que leur situation n'est pas enviable. Et dans une certaine mesure, elle n'est pas très éloignée du traitement qu'on est en train de me faire subir moi. On parle un peu, je ne sais pas si je peux dire des égos de certains leaders, mais c'est un peu au détriment de cette population. Vous l'avez vous-même fait tout à l'heure, le constat, lorsque je vous ai laissé expliquer tout. La pauvreté de vie, le faible pouvoir d'achat, mais c'est sur cette population, malheureusement, que se construisent ces luttes des leaders. Non, disons que la population, c'est elle qui choisit. Parce que la souveraineté appartient au peuple. C'est le peuple qui décide de confier les rênes du pouvoir à telle personne ou à telle autre personne. Oui, mais si on Donc, suit toujours votre logique... la population reste l'enjeu pour les hommes politiques. N'est-ce pas? Mais puisque c'est l'enjeu, chacun développe en direction de cette population les idées et les moyens qu'il pense pouvoir l'aider à convaincre cette population de le choisir. Vous même que c'est biaisé, parce que sinon vous serez déjà président de la République, d'après vos propres propos. Mais il est évident que quand les règles du jeu ne sont pas loyales, on ne laisse pas le choix à la population, on choisit pour la population. Donc c'est une marionnette, la population? Non, c'est-à-dire, ce qu'on peut dire plutôt, c'est que la population, malheureusement, manque des moyens d'imposer sa volonté. Puisque c'est le pouvoir politique qui décide et qui a les moyens de sévir même contre les gens quand ils veulent se révolter. Personne n'est content des conditions dans lesquelles les dernières élections ont eu lieu au Niger. Mais quand votre adversaire peut déployer la police, l'armée, la gendarmerie et tout pour imposer un choix que le peuple n'a pas fait, qu'est-ce que la population peut faire? Puisqu'on peut lui envoyer les gendarmes et l'armée pour la tuer. Ma question est toute naturelle. Ça a réussi, en tout cas pour lui, lors de la dernière élection. Qu'est-ce qui peut prouver à un électeur du Niger que la même chose ne va pas se répéter lors de la prochaine? Parce que je pense qu'on peut d'ores et déjà le dire, vous êtes candidat. C'est-à-dire, mais non, M. Issoufou ne veut pas que je sois candidat. Mais moi, il a donné des instructions à la justice, que ce soit la cour d'appel ou la cour de cassation, pour me condamner sans rémission.
sans tenir compte des faits à la cour d'appel. Mes avocats n'ont pas pu présenter tous les documents que je viens de vous citer tout à l'heure. Parce que les avocats, devant la manière dont le jugement est en train d'être fait, ont considéré que les droits de la défense ne sont pas respectés. Donc les juges qui jugeaient une trentaine de personnes ont jugé les gens en 30 minutes et ont décidé que les délibérations se font sur siège pour une affaire qui est censée être aussi grave. Et ils ont collé, ils ont distribué les sanctions qui ont été prévues par la présidence de la République à chacun. L'essentiel pour le régime, c'est que moi, je ne puisse plus être candidat, parce que notre code électoral dit celui qui a été condamné à 1 an de prison ne peut plus être candidat. L'objectif, c'est ça. Ce n'est rien d'autre que ça. Et il persiste. Non seulement je ne dois pas être candidat, mais je constitue toujours une menace si d'autres moyens ne sont pas trouvés pour m'éliminer définitivement. Parce que la sécurité de ceux qui sont en train de tripatouiller et de voler l'argent du Niger repose sur cette nécessité de se débarrasser de moi définitivement. Mais donc ça voudrait peut-être dire, parce que je cherche toujours à comprendre les raisons de cette haine viscérale. D'après vos propos, vous êtes au courant de certaines informations qu'ils ne souhaitent pas voir sur la place publique. C'est pour ça qu'il faut vous anéantir. Le problème, c'est que quand vous posez des actes négatifs, vous y pensez. En y pensant, dans la sérénité de votre lit, vous dites, mais est-ce que il ne risque pas d'avoir l'effet du boomerang? Alors, si vous pensez que le boomerang risque de vous revenir en pleine figure, vous dites, qu'est-ce que je fais pour l'empêcher? L'empêcher, c'est éliminer tous ceux qui peuvent réagir contre moi plus tard. Nous sommes dans cette logique. Donc, c'est simplement pour se protéger. Je dis, il y a des formes de lâcheté politique qu'on pousse les gens à poser des actes inconsidérés qui, tôt ou tard, se retourneront contre eux. Mais quand on voit la force, l'énergie, l'acharnement que vous mettez pour vous défendre, ou du moins vous opposer à lui, on se dit que quelque part, cette énergie, si c'était mis pour le développement ou l'avancée du pays, ce serait une bonne chose. Pourquoi vous ne mettez pas, vous asseyez pas même table pour peut-être signer des accords secrets, pacifiques? Je suis peut-être naïf, mais j'essaye de comprendre, parce que ce qui m'intéresse maintenant, ensuite, c'est de voir le futur, ce que vous proposez à votre peuple qui vous regarde en ce moment. Donc ils attendent les propositions pour avancer, mais pourquoi ne pas essayer déjà de faire ne serait-ce qu'une pause, régler ça et avancer? Quel type de négociation je ne sais pas. Vous voulez qu'il y ait entre l'hyène et la chèvre? Ah, mais des accords, peut-être le pragmatisme pour le peuple, la population. Je dis bien entre l'hyène et la chèvre. Dites-moi quel type d'accord ils peuvent trouver, sinon que l'hyène mange... Non, c'est le hyène qui va manger la chèvre. Oui, mais entre le président Issoufou et vous? Mais moi, je suis un opposant, simplement. Quel pouvoir j'ai de lancer ou de vouloir ou ne pas vouloir des négociations? C'est pas moi qui ai le pouvoir pour décider qu'il est temps de parler, de dialoguer autre. Mais vous êtes une valeur sûre auprès d'une catégorie de la population. Je rappelle que vous avez fait 17,79% de voix. J'ai fait plus que ça. Plus que ça, mais, ça a été triché. Mais le pouvoir a décidé de minorer mes voix. Ah, mais moi je parle de ce qui a été officialisé. Et ça, c'est parce qu'ils pouvaient. Maintenant, avec ce qui s'est passé, ils ont changé les règles électorales. Mais ça conforte ma question. Nous avions une commission électorale véritablement indépendante. Maintenant, ils en ont fait une commission électorale dépendante du pouvoir exécutif. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que les dernières fois, ils étaient quand même surpris. Mettre quelqu'un en prison, et malgré tout, avec les conditions de tricherie et tout, qu'il soit dans une position de mettre en ballottage celui qui considère qu'il est le dieu du pays. Nous sommes bien d'accord, parce que là,
sur les conditions de ballottage, c'est une évidence, d'après même leurs propres résultats, en tout cas les résultats officiels. Mais ça conforte ma question qui dit que vous n'êtes pas n'importe qui, en tout cas au Niger. Donc, votre voix compte. Pour le régime en place, je ne suis pas n'importe qui. Je suis l'ennemi à éliminer. C'est deux choses différentes. On ne négocie pas, pour certains, ils ne savent pas négocier avec l'ennemi. Il faut le tuer. Donc, ils sont dans cette disposition d'esprit. Et vous êtes prête à sacrifier votre vie pour votre peuple? Mais mon peuple n'a jamais demandé de me sacrifier. Vous avez entendu ça quelque part, vous? Pour qu'ils gèrent comme ils veulent, il faut que moi je meure. Dans l'intérêt du peuple, c'est ça? C'est moi qui vous pose des questions. Je vous retourne la question. Parce que le sacrifice doit avoir un sens. Il faut d'abord que le peuple dise, le sacrifice d'un tel peut aider à régler les problèmes. Mais quand moi je ne suis pas dans le pays, ça fait pratiquement 4 ans. Je ne suis pas au Niger. Mais la situation ne fait que se dégrader. Est-ce mon fait? Non. On a vérifié une chose, c'est votre popularité, notamment à Niamey, la capitale, et qui n'en démord pas. Et de cette popularité, que comptez-vous en faire? Et on s'est rendu compte qu'il y avait des gens aussi qui comptaient sur vous. Quelles sont les propositions concrètes qui feraient qu'aujourd'hui, le peuple se dise « Zut, on a perdu du temps en accordant un second mandat ». Écoutez, tous les hommes politiques nigériens sont parfaitement connus par la population. Moi, j'ai eu l'occasion de faire mes preuves à 3 reprises en tant que chef de gouvernement. Donc, les gens savent ce dont je suis capable. Ils savent que quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Quand je ne peux pas le faire, je dis je ne peux pas. Je ne sais pas mentir, je ne sais pas faire des promesses fallacieuses aux gens. N'est-ce pas? Par conséquent, ça, je sais pas. je suis en train de vous informer puisque vous posez des questions. Oui. Et vous pouvez vérifier ce que je dis. Je ne sais pas mentir même sur le plan politique. Parce que le premier respect qu'on doit à son peuple, c'est la sincérité et la vérité. Quand vous considérez que vous pouvez mentir au peuple, c'est que ou vous l'infantilisez, ou vous le traitez vraiment de bête de somme. Je ne le fais pas, parce que je respecte le peuple nigérien. Très bien, donc moi je m'adresse à un homme d'État. L'homme d'État que vous êtes, puisque vous venez de le rappeler, par 3 fois, vous avez quand même endossé le costume de chef de gouvernement, donc numéro 2 du pays après le chef d'État. Et vous avez été président de l'Assemblée nationale et vous briguez toujours la magistrature suprême. Pourquoi, par exemple, quelqu'un du Niger devrait se ranger derrière vous aujourd'hui? Disons que si les circonstances et l'occasion me permettent de m'adresser directement au peuple sans l'intermédiaire des médias, là vous m'avez n'est-ce pas coupé l'herbe au pied. Je dirais aux Nigériens ce que je compte faire par rapport à la multitude de problèmes qu'ils vivent aujourd'hui. Par rapport à tous ces problèmes, j'ai réfléchi. J'ai des propositions concrètes pour les résoudre. Mais dans le contexte actuel, à quoi serviraient les propositions que je ferais au peuple nigérien, puisque je n'ai aucun pouvoir de les mettre en œuvre? Sauf si, j'arrive. Sauf si vous dites vos idées, donnez-les à vos adversaires qu'ils veulent vous tuer. Non, pas forcément. On a beau regarder, même dans les grandes nations démocratiques, ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on ne soumet pas des pistes de réflexion. On sait très bien la paternité de leurs auteurs. S'il vous plaît, on est en Afrique. Hein. On n'est pas dans les grandes... La mentalité par rapport au pouvoir, à l'exercice du pouvoir, sont fondamentalement différents. Souvent, c'est triste de le dire, et actuellement, ce que le régime actuel fait, en jouant sur le réveil des animosités ethno-régionalistes. Lors des dernières élections, pour le 2e tour, le président de parti au pouvoir, qui n'est pas celui qui est au pouvoir en haut là, mais le président soi-disant du parti. Vous avez du mal à prononcer le nom. Non, je ne sais pas. C'est pas une affaire chose. Mais je dis, il s'est baladé
publiquement pour dire de ne pas voter pour un Germain. Dans un pays composé de 7 ethnies, un président de parti a le culot de se balader publiquement pour dire de ne pas voter pour un Germain. Mais lui-même, il est quoi? Il est arabe. Si on ne vote pas pour un Germain, on voterait pour un arabe. Ouais, comment les gens ne réfléchissent pas avant de parler? Et qu'est-ce que les Germains ont fait pour qu'on ne vote pas pour eux? Qu'est-ce qu'un Hausa a fait pour qu'on ne vote pas pour eux? Parce que celui qui se présente Hausa, il n'est même pas Hausa. Il n'a aucun sang Hausa dans ses veines. A fortiori, l'arabe qui dit de ne pas voter pour les Germains. Je ne rebondis pas dessus parce que nous sommes sur Vox Africa, chaîne panafricaine, et nous, on est plutôt pour l'intégration panafricaine que... Moi, je suis pour l'intégration. Je suis pour une fédération africaine. Ça veut dire que je transcende les sentiments ethno-régionalistes. Ce que je veux, c'est l'unité de l'Afrique. Parce que pour être fort et défendre même la couleur de notre peau, c'est qu'on soit une puissance, au moins démographique, qui se fasse respecter. Mais les petites ethnies qui composent nos nations n'ont plus de signification. Ils ne servent qu'à nous entretuer. L'ethnie ne veut rien dire dans une république. Nous avons choisi de faire des républiques, pas des royaumes. Par conséquent, il faut que les hommes politiques dépassent ces sentiments. Il faut vite le dire, hein. Ça nous a été imposé. Bon, mais imposé ou pas, c'est devenu des réalités que nous ne pouvons plus remettre en cause. En fait, on va au terme de notre émission, mais je voudrais avoir déjà votre regard sur l'Afrique, puis on va monter sur le monde. Mais la faiblesse des institutions africaines, on voit avec les conflits qui se passent en Afrique, l'impuissance est toujours une institution qui se tourne vers les puissances étrangères, notamment l'Union européenne. Bon, en fait, l'Union africaine n'est que le reflet des États africains. À l'intérieur des États, il n'y a pas de véritable unité. Il y a toujours ces problèmes, la lutte politique, les problèmes ethniques, de toutes sortes de petits problèmes qui nous distraient de l'objectif véritable que nous devons poursuivre, c'est-à-dire améliorer l'image et l'économie et la politique au sein du continent. Personne ne s'en préoccupe. Alors, on se met ensemble au sommet. Et au niveau de l'Union africaine, c'est juste pour faire des sommets. Et des sommets, ce sont des messes entre chefs d'État. On vient, on s'assoit, on parle de tout. Chacun quitte et oublie ce qu'ils se sont dit au niveau du sommet. Il n'y a pas de suivi. Et la bonne preuve, c'est que les États doivent contribuer pour faire vivre l'Union africaine. Mais les contributions ne sont pas payées. On est obligé de demander l'appui de l'Union européenne pour faire fonctionner une institution continentale. Et demander, perdre la souveraineté demander l'appui de la Chine, demander l'appui de... Vous ne pouvez pas être indépendant. Quand pour faire vivre votre maison, vous êtes obligé d'aller quémander auprès de ceux qui vous méprisent déjà. Ça, c'est un constat. Est-ce qu'il y a une solution pour inverser la tendance? Il faut simplement qu'il y ait une volonté sincère au niveau des États de créer véritablement l'unité africaine. Un Kadhafi d'État moderne. Pas un assemblage d'États au niveau de l'Union africaine, mais une véritable unité qui tend vers la fédération. Mais tant que chacun reste confiné dans son pays ou dans sa région, où on continue encore à faire des tirements sur des bases linguistiques, les francophones, les anglophones, les lusophones, il y a des problèmes. Ça veut dire que l'unité, le sens de l'unité n'a pas encore été trouvé. La voie pour aller vers l'unité n'a pas, la volonté pour faire l'unité n'existe pas. Et on ne considère donc pas que le sacrifice de payer des contributions est important pour faire vivre l'Union africaine. On arrive au terme de notre émission et j'aurais quand même une dernière question parce que le Niger est au cœur de ce chemin, la route de l'esclavage moderne qui voit les fils d'Afrique aller massivement vers les pays limitrophes à la Méditerranée pour tenter de traverser. Beaucoup
perdent la vie dans ce banc de mer. Comment on pourrait faire pour cette fois aussi essayer de freiner, si ce n'est arrêter, mais bon, c'est utopique de le croire, ce phénomène? Écoutez, quand vous, au niveau des médias, chaque fois, vous dites aux jeunes Africains que dans leur pays, rien n'est bon, rien ne va. Que le bonheur, la richesse se trouve en Occident. Vous créez vous-même les conditions psychologiques pour rendre attrayant la traversée de la Méditerranée. Donc on va dire que c'est toujours la faute des journalistes. Non, je ne dis pas que c'est la faute des journalistes. Comme je vous ai malmené durant l'émission, vous profitez de la fin pour me mettre le crochet. Laissez-moi terminer. C'est que vous ne pouvez pas vous absoudre d'être en partie aussi responsable de cela. Comme les gouvernements ne peuvent pas s'absoudre d'être responsables aussi de cela. Comme les partenaires extérieurs, les pays où les gens vont, ont aussi leur part de responsabilité dans la situation actuelle. Donc il faut que chacun sache qu'il a une part de responsabilité et que c'est ensemble qu'il faut trouver les solutions au problème de cette immigration massive, qui n'est qu'une immigration pour des raisons économiques. Donc il faut créer un plan Marshall version africaine pour essayer Moi, de trouver des solutions. je pense qu'il faut créer les conditions d'un véritable co-développement entre les pays économiquement puissants et les pays les plus faibles pour relever leur capacité à absorber en termes d'emploi la jeunesse qui n'a plus rien à faire. Ou vous essayez de traverser la Méditerranée, ou vous prenez les armes pour être avec beaucoup d'armes ou faire du djihadisme. À long terme, inévitablement, va briser la colonne vertébrale de tous les États africains. Et tout le monde le dit, la croissance démographique en Afrique est exceptionnelle. Et ce sont des jeunes, de plus en plus de jeunes, qui se trouvent sur le marché du travail, qui n'ont pas d'emploi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On peut déjà prendre date. Si vous êtes dans le palais, vous nous recevez? Et le lendemain, si vous voulez. Ah, ça, je vais regarder, je ferai Mais tourner peut-être que pour me prendre en défaut, il faut attendre que je fasse 6 mois. Mais de manière à dire, vous avez dit que vous alliez faire ça, 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 et on constate que vous êtes en train. À ce moment, il y a des preuves concrètes, là, des reproches que vous pourriez me faire éventuellement. Là, je vous ai eu, parce que ce que je voulais, c'est d'avoir la confirmation que vous allez vous présenter à la prochaine élection présidentielle, et cette fois, je l'ai. Mais c'est-à-dire, me présenter aux élections présidentielles ne dépend pas de ma seule volonté. Cela dépend aussi de mon parti. Cela dépend des manœuvres sournoises qui sont en train d'être menées contre moi par les autorités du Niger. Donc, il y a encore des obstacles à franchir. Mais je dis, la volonté de Dieu n'appartient qu'à Dieu. Et s'il décide que je serai candidat, je serai candidat. Mais l'initiative vous appartient et on a bien compris que vous allez vous en servir. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission spéciale. Nous avons l'ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale du Niger. Je crois qu'il est temps pour moi de rendre l'antenne à Londres. Non sans remercier Cathy Crucy qui était à la réalisation de cette émission.